Dans ce hors-série, les technos vous proposent de découvrir un appareil que vous n'avez sans doute pas encore vu, pas sous cet angle-là en tout cas. Surface Book, on en a déjà beaucoup parlé, on vous le propose dans ce hors-série. Et avec Marc, on ne va pas vous proposer d'ailleurs que le Surface Book, puisqu'il est également question de la tablette Surface 4 dans ce hors-série qui va mêler un petit peu les deux, entre guillemets. Marc, on va expliquer pourquoi tout de suite d'ailleurs. Ouais. Alors, il faut quand même d'abord se féliciter et se faire plaisir. Après tout, voilà, on est content d'être parmi les premiers en Belgique d'avoir pu mettre nos mains sur cette bébête. Donc, je remercie David, qui nous regarde, il sait ce qu'il sait, de nous avoir prêté ça. Sur Facebook, c'est vraiment la sienne. T'inquiète pas, elle est en bon état. Je l'essuie tous les jours avant de l'utiliser. T'inquiète pas. On l'a ouverte pour voir ce qu'elle avait. On l'a ouverte quand même. On a un peu non, elle est en très bon état. Il n'y a pas de souci. Merci David. Et on remercie aussi Microsoft au passage de nous avoir prêté une Surface Pro 4. Effectivement, on s'est dit que ça serait assez sympa de faire la comparaison entre les deux, parce que ce sont deux appareils qui sont pas complémentaires, un peu concurrents, un peu complémentaires, pas concurrents, voilà. On va voir ça tout de suite. Il faut le dire tout de suite que d'autres ont fait, ou feront en tout cas, d'autres comparatifs, par exemple Surface Book versus MacBook, par exemple, ou MacBook Pro, ou par rapport à la tablette, l'iPad Pro d'Apple. C'est un autre type de comparatif. Et je pense qu'il y a de l'intérêt aussi là. Ici, on est resté sur la même marque, Surface 4 versus Surface Book. Je vais y arriver, hein. C'est un petit peu fatigué. On commence par quoi, Marc ? On va commencer par la Surface. Voilà. Donc ça, c'est une Surface Pro 4, la dernière née qui remplace la Surface 3, forcément. C'est une tablette de 12,3 pouces avec Windows 10 évidemment, dernière version, Windows 10 professionnel. Elle est fournie avec un stylet, on se rappelle, le fameux petit stylet qui maintenant, petit avantage, se fixe par aimantation. D'accord. Donc, on le perd moins facilement qu'avant, toujours aussi précis, toujours aussi efficace, 64 niveaux de pression, suivi extrêmement fluide, personnellement un des meilleurs stylets que j'ai vu, carrément du niveau du stylus pen sur l'iPad Pro. Un nouveau clavier, par contre, nouveau cover clavier, d'excellente qualité. Alors là, franchement, j'ai été bluffé. On a vraiment l'impression d'être sur un vrai laptop. C'est un confort, même si la course des touches est assez faible. C'est plat. Le rebond est exceptionnel, la sensibilité est très bonne et on n'a aucune fatigue. Franchement, c'est un une très grande évolution par rapport au clavier de la Surface 3 qui était déjà pas mal. Et on sait que tu es difficile en matière de clavier et de souris. Un jour, il faudra que je fasse un truc sur mes SteelSeries, mais ça, j'en suis amoureux. Alors, petite précision, aujourd'hui, c'est ce clavier-ci donc qui est fourni, tais-toi, avec la bébête. Il faut savoir que d'ici fin mars, Microsoft va également proposer un clavier avec lecteur d'empreintes digitales intégré dans ce petit bidule-ci. D'accord. Donc ça va être assez intéressant. Pourquoi ? Parce que Microsoft, dans Windows 10, a mis en place ce qu'ils appellent le Windows Hello, qui est une technologie, un ensemble de technologies qui permettent de reconnaître l'utilisateur, que ce soit par l'utilisation d'un code PIN, que ce soit par reconnaissance faciale. Il y a une caméra qui est embarquée, que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Lors de la première utilisation, l'appareil vous prend en photo suivant différents contrastes et donc crée une carte de votre visage. Et après, la reconnaissance est instantanée. Vous vous mettez devant l'écran, ça déverrouille. C'est assez bluffant. Et si tu retires tes lunettes aussi ou... D'accord. Aussi. J'ai été étonné, j'ai fait le test évidemment, c'était assez pas mal. Et si tu mets une photo ? Bonne question de Xavier. Je tiens à préciser que Xavier est avec nous. J'ai oublié de le préciser, qui était fort intéressé par ce produit également, et donc on l'a gardé avec nous. Évidemment, il posera éventuellement ses questions et il fera ses remarques dans un instant.
Alors, donc, la bébête pèse à peu près 800 grammes, 780 grammes et quelques, et vient dans plusieurs versions. Je te fais une toute petite parenthèse. Sois très précis dans les chiffres que tu nous donnes, parce que la dernière présentation de Surface que tu nous avais faite, quelqu'un avait pesé au gramme près sa tablette et avait dit « Vous n'avez pas testé ce matériel, cette tablette est bien plus lourde. » Heureusement... 786 grammes. Voilà. Sur le site de Microsoft. Avec le cover ou pas? Sans cover. Sans cover, ok. Sans cover. Encore un petit détail par rapport à l'ancienne Surface 3, pas la Surface Pro. Toujours cette possibilité d'avoir ce pied support multiposition, il n'y a pas de cran, vous le mettez comme vous voulez. Et évidemment la petite carte micro SD. Alors au niveau interface, on a de l'USB, on a un DisplayPort et là on a un jack. Donc, globalement, c'est tout. Voilà. Donc, ils n'ont pas été tellement généreux là-dessus. Par contre, étant donné que c'est un vrai ordinateur, et on va y venir avec les configurations, il y a un ventilo dedans qui va être totalement inaudible la plupart du temps parce qu'on s'en rend même pas compte qu'il est là. Mais parfois, j'ai fait une mise à jour il y a pas longtemps et là, tout d'un coup, on a un aspirateur qui se met en route. C'est assez surprenant. D'accord. Évidemment, vous voyez l'épaisseur, c'est assez petit, donc avoir fait tenir un ventilateur là-dedans, c'est quand même relativement respect. Sinon, il y a tout de même pas mal d'ouïes de ventilation, ils n'ont pas changé le form factor. Alors, au niveau des configs, on commence sur un Core i3 avec 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go, qui lui va commencer à 999 €. Et vous allez jusqu'à un SSD de 512 Go avec un Core i7 et 16 Go de RAM. Là, ça devient vraiment de la grosse bête. À 2500 € quand même. Donc voilà, ça reste quand même un truc hors le clavier. Et là, on est dans le tarif d'un MacBook Pro. On est dans le tarif d'un MacBook Pro, on est dans le tarif d'un Dell XPS haut de gamme, on est dans le tarif d'une grosse machine. Mais attention, la machine, on a dans le ventre. Il ne faut pas voir ça comme une tablette. C'est vraiment un ordi complet avec tout ce que ça comporte comme avantage et comme inconvénient. L'autonomie ne sera pas aussi bonne que celle d'une tablette, évidemment, mais la réserve de puissance qu'il y a derrière vous permettra de faire tourner des tâches beaucoup plus importantes. Avec ça, il n'y a aucun problème pour faire du montage vidéo, par exemple. Et faire du montage vidéo avec un MacBook, vous le savez, c'est une machine qui a de la réserve. Aller faire du montage vidéo avec un iPad, voilà. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a des applications qui permettent de le faire, mais peut-être pas du montage tel qu'on le fait avec un Final Cut ou avec un Premiere, par exemple. Voilà, c'est pas un truc qui va faire tourner du Premiere Pro aussi facilement qu'une grosse machine le ferait. Par contre, celle-là va l'encaisser sans aucun problème, surtout si vous avez la config avec le Core i7. Alors, à l'usage, par rapport à ma petite Surface 3 que j'utilise de temps en temps, et dont on avait déjà fait un test ici, il y a une belle évolution. La première chose, c'est la taille de l'écran qui rend les choses beaucoup plus confortables. On passe d'un écran de 10 pouces à un écran de 12 pouces et demi quasi, 12 pouces 3. La résolution est incroyable. On a une résolution qui est beaucoup plus élevée, qui a une finesse de rendu. On a vraiment l'impression de se trouver, pour donner une référence d'écran devant un MacBook Pro. C'est vraiment une finesse d'écran magnifique, une belle luminosité, c'est très confortable de bosser dessus, alors que l'écran de la Surface 3 était plus perfectible, surtout dans les angles de vision. Ici, on sent que Microsoft a fait du bon travail. Et puis, avec la toute dernière mise à jour, Windows 10 est beaucoup mieux intégré, même si, j'y reviendrai, on n'atteint pas encore, à mon humble avis, encore une fois, on est ici pour partager notre avis et notre ressenti, on n'atteint pas encore l'intuitivité d'un iPad. Mais ça, je vais y revenir. Alors, la deuxième chose que j'ai à vous montrer, c'est ceci. Et donc, ceci, c'est la fameuse Surface Book. Merci David, tu vois, elle est toujours intacte pour l'instant. Alors, la Surface Book, c'est quoi? Grosso modo, c'est le laptop idéal tel que Microsoft l'a rêvé. Alors, il a une forme particulière parce qu'il a un système de charnière, on va y revenir dessus, qui permet de libérer une partie de l'ordinateur pour en faire une tablette. C'est quelque chose qui est courant maintenant, d'avoir les appareils qui sont convertibles, mais celui-ci le fait de manière un peu différente et le fait de manière intelligente. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire rapide. Bon, vous voyez, batterie scellée, donc pas moyen de faire quoi que ce soit avec, on peut pas l'ouvrir, on peut pas la remplacer. Je suis même pas certain qu'on puisse facilement ouvrir la bête sans commencer à faire sauter un peu n'importe quoi. Il y a une caméra frontale avec des micros de réduction de bruit, donc ça c'est pas mal pour la conférence. Il y a de nouveau un DisplayPort et il y a le port de chargement. Il y a 2 USB et un port de carte SD. Et puis grosso modo c'est tout. Alors quand on ouvre la bête, il faut un peu d'habitude parce que le truc est un peu rigide. Ça doit se mettre, comme on dit.
Voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, comme j'en discutais avec Xavier avant qu'on commence, qu'il y a des choses qui sont pas encore totalement finies. Enfin, peut-être pas fini, mais il y a encore des petits bugs. Exemple, l'un des grands avantages de ce genre d'appareil, comme on l'a dit, c'est qu'il intègre Microsoft Hello, la technologie qui permet de reconnaître automatiquement le visage de son de son utilisateur et de le débloquer. Sauf que là, ça marche pas. Voilà. Depuis ce matin, pour une raison que j'ignore totalement, le système a décidé que la caméra n'était plus disponible. Elle l'est, je l'ai vérifié, ça fonctionne. Mais ça marche plus, on sait plus, et donc voilà, il reste bloqué sur Turning on Camera, et là, voilà, c'est un peu dommage. Bon, heureusement, on peut le déverrouiller différemment. Mais voilà, c'est des choses, il y a parfois des petites incohérences. Alors, il n'est pas passé sur la caméra frontale pour une raison X ou Y non absolument pas, j'ai vérifié, c'est bien la caméra sur laquelle à laquelle tu fais face qui est censée fonctionner. Voilà. Alors, la fameuse charnière que tout le monde a vérifié, a regardé de long en large dans les tests américains, ben voilà, effectivement, la charnière ne ferme pas totalement la machine. Alors, comme cet appareil est également fourni avec un stylet, vu qu'à la base, c'est une tablette aussi, on aurait pu croire que Microsoft aurait pu profiter de l'interstice qui se trouve ici, quand l'appareil est fermé, pour venir loger le stylet. Il n'en est rien. En fait, donc, si vous mettez cet appareil verticalement dans un sac, vous risquez de vous ramasser des crasses et des trucs qui vont venir s'accumuler. Donc, mieux vaut le porter, de trimballer dans le bon sens. Sinon, au niveau des specs, alors de nouveau, comme au niveau de la surface, on a différentes configs. Celle-ci, c'est un Core i5 avec 256 Go de SSD et 8 Go de mémoire. L'appareil commence avec 128 Go de SSD, 8 Go de mémoire, un Core i5. À partir de la version 256 Go, petite cerise sur le gâteau, la base, qui contient le clavier et une des deux batteries, l'autre batterie étant dans l'écran, contient également une carte GPU, contient également un GPU discret. Donc il a son propre GPU, c'est une GeForce. D'accord. Ça offre pas mal de puissance derrière quand il faut commencer à faire des travaux qui ont besoin d'un peu de répondant. Oui, quand on connecte un écran secondaire. Voilà, quand on veut 2 écrans secondaires, quand on veut... D'ailleurs, il y a un petit dock qui est très bien, qui peut être fourni avec, qui est disponible, sur lequel on peut brancher 2 écrans en DisplayPort. Là, voilà, tu sens que la machine va utiliser cette partie-là. Évidemment, quand on détache la tablette, on n'a alors plus qu'un circuit Intel Graphics, qui est le circuit standard qu'on trouve avec les appareils style e-core. Alors, au niveau du prix, donc pour la bas de gamme, l'entrée de gamme, on va dire, on est quand même à 1650 €. 128 Go Core i5 et 8 Go de RAM. Pour la toute grosse bécane, c'est-à-dire 512 Go Core i7 et 16 Go de RAM, il faut un rein, quoi. C'est 3000 €. Voilà, de nouveau, c'est rigolo parce qu'on est sur un peu le même genre de configuration que la Surface 4, la grosse entre guillemets Surface 4 Pro dont tu nous parlais juste avant. Et ici, avec un prix qui était aux alentours de 2500 € si je ne dis pas de bêtises. Ici, on est 500 € plus cher. Alors que si je ne dis pas de bêtises, je vais de nouveau faire une comparaison qui va énerver certaines personnes, mais un MacBook Pro sur les mêmes standards, i7, 7 Go de RAM, 512 de SSD, on est à peu près sur 2700, 2800 € si je ne dis pas de bêtises. Et donc on est sur, c'est assez particulier comme marge de prix, on va dire. C'est comme politique tarifaire, c'est un petit peu bizarre. Mais attention, je précise qu'ici, c'est pas le même usage sans doute qu'un MacBook Pro. Il y a un écran tactile, détachable, un stylet, machin, etc. Des choses en plus. Hein, il y a des choses en plus. Alors justement, pour revenir sur la partie écran, on a un écran qui est quasi de la même qualité, c'est-à-dire qualité assez exceptionnelle que celui de la Surface, même taille aussi. D'ailleurs, si on met les deux l'un en face de l'autre, on voit que effectivement l'écran est quasi le même. C'est un écran de 12 pouces, c'est un écran de 13 pouces et demi. Donc la surface utile est quasi le même. Alors pour le détachage, et une petite astuce, ça ne se détache pas brusquement comme une brute. Il y a une touche sur le clavier sur laquelle il faut aller appuyer pendant un certain temps. Quand ça fonctionne bien, voilà. Et donc après un certain temps, ça va faire un petit clac. Voilà. Et à ce moment-là, on peut retirer l'écran. On peut le remettre dans l'autre sens, ça se replie complètement. Et à ce moment-là, on a une tablette qui est vraiment... Alors, c'est plus ou moins la taille d'un iPad Pro. Et alors, ce qui est étonnant, franchement, moi j'ai été bluffé quand j'ai détaché la première fois. Ça, c'est un iPad Air. Ça pèse quasi la même chose. Ah oui. Je suis vraiment bluffé. Alors, évidemment, à ce moment-ci, vous perdez tout ce qui fait l'intérêt de l'appareil, à savoir, vous n'avez plus de GPU discret, vous avez royalement
un port jack, 2 boutons de volume, un bouton d'allumage, et c'est tout. Voilà, grosso modo, vous avez une tablette. Alors, comme je le disais, pour lire des BD en digital, c'est le pied, parce que là, vraiment, on a un écran qui a la taille d'une page A4. Oui, c'est ça, c'est les mêmes proportions. Oui. Maintenant, bon, aller payer 2 000 € pour lire une BD, ça fait quand même relativement cher, même si l'écran est très beau, franchement. Donc, au final, on a un appareil qui est un petit peu hybride, que j'étais vraiment impatient de pouvoir tester. Je vais le remettre en place. Voilà. Petit fouettant, un petit clic. Voilà. Il est de nouveau solidarisé. Alors, ce système de fixation, il faut voir comment il va résister sur le temps. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de cerveau mécanique derrière. Il y a un petit moteur qui vient mettre des crochets et tout. Faut voir comment... Voilà, si vous avez l'habitude de passer de l'un à l'autre. On va pas mentir, c'est une belle machine. C'est une belle machine et quand on l'a en main, on se dit, bon Dieu, j'aimerais bien en avoir une. Et puis après, on se dit, mais j'en ferai quoi? J'en ferai quoi? Parce que, bon, par exemple, moi, je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, vu qu'il y a quelques jours, Toshiba, qui est le fabricant de mon portable chéri, a annoncé qu'il comptait se retirer du marché européen d'ici fin 2016. Et en licenciant beaucoup de monde aussi. En licenciant beaucoup de monde au passage, mais ça, on en reviendra certainement dans les technos, dans un numéro courant. Et du coup, mon Toshiba commençant à devenir un peu vieillissant et m'ayant déjà fait quelques frayeurs du style obligé de reformater, de réinstaller le SSD une ou deux fois, je me dis qu'un jour, je vais devoir le remplacer. Et le remplacer par quoi? Voilà, alors la Surface Book était un des candidats, même si moi j'ai un prérequis qui est le fait de pouvoir... Alors, c'est un prérequis que certains jugeront tout à fait dispensable, mais qui est le prérequis de pouvoir coller une carte SIM dans mon laptop pour être autonome n'importe où. Je peux partager le Bluetooth, par Bluetooth la connexion de mon téléphone, mais voilà. Je préfère avoir tout en un. Et donc, si je regarde une machine de performance et de niveau comparable, d'accord, je sais que je dois faire l'impasse sur le GPU, mais le GPU au niveau où je travaille, j'en ai pas forcément besoin. Je fais rarement du montage vidéo sur une machine mobile, et dans ce cas-là, encore une fois, je reviens, si j'ai besoin de faire du montage vidéo en mobile, je prends mon MacBook Pro, ça fait très bien ça pour ça. Sinon, je le fais sur une grosse station. Donc, je vais plus me tourner vers une machine du style Dell XPS, qui offre tout ce que celui-ci peut offrir. Le GPU discret en moins, le mode tablette en moins, mais il offre l'écran tactile, et il est surtout 1 000 € moins cher. Donc voilà, et là on est quand même à des configurations, on est à 1 Tera de disque dur, on est à 16 Go de mémoire, voilà. Donc la configuration de la Surface Book ne justifie pas totalement son prix par rapport à l'usage qui en est fait. On est d'accord? C'est une machine flagship. C'est un très très bel appareil, et franchement Microsoft a sorti là une bestiole dont la qualité de fabrication est au moins aussi bonne que celle des appareils Apple, si pas meilleure. Il n'y a aucun jeu, c'est vraiment une machine qui est parfaite sur le plan physique, sur le plan de la finition, jusqu'au bout de ses touches. Par contre, au niveau de l'usage qui en est fait, il y a une disproportion. Maintenant, c'est une bécane qui va servir en représentation, c'est certain. Est-ce qu'elle va servir à inspirer sous forme de reference model d'autres constructeurs? Est-ce que c'est un peu l'équivalent des Nexus chez Android? Je ne sais pas. Pour le gaming, par exemple, ça pourrait faire... tu as parlé GPU, tu as parlé... Voilà, GeForce. Alors, si je ne m'abuse pas, j'ai peut-être vérifié en vitesse pour ne pas dire de bêtises. Je crois que ce qu'il y a dedans, c'est une Nvidia GeForce, mais ils ne disent pas forcément laquelle. Je crois que ça doit être, si c'est le genre de truc classique qu'on met, comme sur les autres, ça doit être une GeForce 960M. C'est une carte graphique qui va vous permettre de jouer à certains jeux, mais n'espérez pas faire tourner Fallout en full haute résolution, ça passera pas. Oui, c'est ça. Donc voilà. Ça restera limité. Ça restera limité, c'est une bonne carte graphique. Elle fait du pipelining, ça vous permet de faire, d'accélérer le montage vidéo, d'accélérer Photoshop, mais pour du hardcore gaming, tournez-vous plutôt vers des machines qui sont vraiment taillées pour ça, mais qui en contrepartie vont souffrir d'une autonomie beaucoup plus réduite, parce qu'il n'y a rien de plus gourmand qu'une carte graphique. Alors, on regardait un petit peu de ce côté-ci avec Xavier sur différents sites d'information qui ont déjà eu la tablette, enfin la Surface Book en main, etc. Et ce qui est assez, enfin, il y a une constante, c'est qu'on la présente toujours avec des outils créatifs, soit en son. Là, je vois encore par exemple avec un éditeur
éditeur audio, soit en vidéo, soit du Photoshop. Je sais pas si tu vois la même chose que moi, Xavier. Ouais, c'est chaque fois des outils créatifs qui sont mis en avant et plutôt de loisirs aussi, me semble-t-il. C'est une des forces aussi du Surface Book, c'est que les accessoires sont livrés avec. Donc le fameux stylet qui peut servir dans beaucoup de métiers créatifs est livré avec, c'est pas un accessoire. Donc effectivement le prix est assez élevé, mais on est, comme l'a dit Marc, dans du flagship. On est dans un produit dont le design a été très soigné. Donc toutes les personnes qui disent oui mais Apple c'est beau, donc j'aime bien le design, etc. Je pense qu'ils peuvent se retrouver vraiment dans ce produit de Microsoft. Absolument. On rappelle que c'est quand même aussi le premier PC que Microsoft produit, et Microsoft nous a habitués en général à des produits hardware de qualité. On connaît les claviers, les souris, tout un tas de produits Microsoft qui sont quand même des produits de qualité, et donc voilà, c'est effectivement. Mais donc c'est effectivement un produit qui peut servir aux créatifs et qui est une tablette très évoluée, parce que on dit que c'est un PC, mais pour moi c'est plutôt une tablette avec une station d'accueil qui transforme l'outil en PC. D'ailleurs on peut pas mettre à jour le matériel, donc vous n'allez pas pouvoir remplacer la RAM ou changer le disque dur de l'appareil, mais bon, c'est pour une première version, c'est vraiment en l'occurrence, en plus, il se retrouve dans un cas de figure qui n'est connu que de Apple, en l'occurrence, la gestion du hardware et du software à leur sauce. Enfin, là, s'il y a un problème, s'il y a un bug, ils en sont 100% responsables pour le coup. Bah oui, et d'ailleurs, il y a des petits tests qui montrent qu'il y a encore quelques erreurs de jeunesse à ce niveau-là. Marc en est témoin actuellement, donc. Voilà, je vais découvrir cet appareil. Je l'ai pas encore eu entre les mains. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, mais voilà, peut-être que je vais attendre la deuxième version. Effectivement, oui. Je reviens sur la Surface 4 Pro quelques instants. Est-ce que ça pourrait faire basculer le choix à iPad Pro, Surface 4 Pro? Je sais qu'on n'est pas sur les mêmes tarifs, ni même peut-être les mêmes usages, etc. Je sais que là, c'est un peu... Apple, ça reste quand même encore l'inventeur de la tablette, quoi. Enfin, alors, non, on va pas dire qu'Apple reste l'inventeur de la tablette, parce que bon, la tablette, il y en avait avant. Non, mais je veux dire, l'inventeur de la tablette telle qu'on l'a, enfin, le niveau de qualité qui a été imposé, la référence. Alors, c'est moins une question de qualité de matériel que d'écosystème et d'intuitivité de l'interface. Apple a d'office tapé un très très grand coup quand ils ont créé l'interface iOS, et c'est quelque chose qui ne se démode pas. Je suis un utilisateur inconditionnel de mon iPad. Il est toujours à côté de moi, toujours à portée de main. J'ai eu d'autres tablettes. J'ai eu des tablettes Android. On se souvient qu'à l'époque, on avait présenté le test de la Nexus 9, la fameuse tablette Google, qui était aussi être une référence. J'ai une Surface 3 que je ressors de temps en temps parce que c'est toujours pratique d'avoir ça comme petit PC d'appoint pour quand on doit aller en rendez-vous, quand on doit faire quelque chose, qu'on a besoin d'avoir une petite bécane bien pratique, soit avec un bon petit clavier. Mais pour ce qui est d'avoir vraiment un appareil informatique nomade, je reste attaché à l'iPad parce que c'est un objet d'une intuitivité et d'une facilité d'emploi qui compense largement tous les inconvénients qu'il peut avoir. Croyez-moi, les inconvénients, il en a. Je ne suis pas du tout en train d'encenser l'appareil pour ce qu'il n'est pas. Mais par exemple, par certains côtés, consulter des sites web sur un iPad, c'est une plaie. Parce que, alors, parfois les sites ne sont pas prévus pour le support mobile, mais parce que de temps en temps, je remarque que Safari a une tendance assez fâcheuse à réinterpréter certaines choses ou à carrément bloquer sans aucune explication valable, alors qu'un site va charger en une fraction de seconde sur un PC, sur la Surface, sur une tablette Android, ça va mettre des minutes avant de déclencher quelque chose. À côté de ça, même si iOS à la base est un OS extrêmement restrictif, il a évolué de manière suffisamment souple que pour atteindre une maturité où aujourd'hui, il offre vraiment une alternative à, je vais revenir en arrière. Il n'offre plus ce besoin compulsif qu'on avait d'aller bidouiller notre système en le jailbreakant. Mon iPad Air est jailbreaké, mais il y a le strict minimum. Pourquoi ? Parce que je voulais pouvoir installer Kodi dessus, c'est tout. Et encore, aujourd'hui, maintenant, je sais que avec le dernier Xcode, je peux sideloader le truc sans même pouvoir avoir le jailbreaké, mais il est jailbreaké le strict minimum pour ça et pour un petit tweak que j'utilise souvent par rapport à mon réseau local. C'est tout.
C'est le strict minimum. Donc, je n'ai pas été étendre les capacités artificiellement d'iOS. Et iOS, aujourd'hui, a vraiment cette symbiose avec le matériel et avec l'usage par définition que propose une tablette que je ne retrouve pas encore dans Windows et que je ne retrouve certainement pas sur Android. Android me fait toujours l'effet d'un bricolage. Dès que je touche à une tablette Android, ça reste quelque chose de pâteau, de mal géré, de pas très bien ficelé. Les applications ne sont pas prévues pour. Une application va partir totalement en vrille, etc. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi pas mal chez Microsoft, où l'écosystème met un peu de temps, est à la traîne pour s'harmoniser. Ouais. Je prends une application aussi simple que Flipboard, qui est le lecteur de news de référence que beaucoup de gens utilisent. Flipboard sur iOS est un plaisir à utiliser. Ouais. Ne fût-ce que simplement par la fluidité de l'animation, les transitions, la manipulation générale. Flipboard sur Surface n'est pas gai à utiliser. D'abord parce qu'on est ici avec des appareils qui embarquent des écrans de très haute résolution. Ouais. Surface Book 3000-2000, Surface Pro 4, on est à 2800 par 1600, un truc du style, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais donc, ça fait des résolutions qui donnent des caractères extrêmement petits. Ouais. Il existe des fonctions de remise à l'échelle des caractères avec du lissage et du anti-crénelage dans Windows de base, mais tous les logiciels n'en tirent pas parti. Oui. Votre interface va avoir des trucs à l'échelle très bien, magnifiques. Vous allez lancer Flipboard, vous devez sortir la loupe parce que ça devient illisible. Les boutons ne sont pas utilisables en tactile tellement ils sont petits. Il y a vraiment encore une disproportion et une discontinuité entre ce que le matériel peut faire et ce que le logiciel fait. Oui. Qui est quelque chose qu'on n'a pas chez Apple. Oui. Pourquoi ? À mon sens, c'est parce que, et là Xavier le disait très bien, ou toi tu le disais très bien il y a deux minutes, c'est la première fois que Microsoft a réussi à faire une symbiose entre du matériel qui gère de A à Z et du logiciel qui gère de A à Z. Et réussir à maîtriser cela, ça ne s'improvise pas en 2 coups de cuillère à peau. C'est un parcours qu'il faut bien faire. Sûr. Ce parcours, Apple l'a fait et a fait ce choix depuis le tout début. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut décrier le fait que ce soit un écosystème fermé. Ça a des inconvénients, certainement. On est les premiers à râler dessus. Mais ça a des avantages indéniables. Et l'expérience utilisateur, c'est quelque chose sur lesquels je ne les ai pas encore vus battus. Je ne sais pas si Xavier a un truc à rajouter, une remarque, une envie peut-être. Envie, ça lui donne envie. Je suis impatient de prendre l'objet en main, effectivement, parce que j'ai un PC que j'ai pris pour faire du montage vidéo. On voit qu'il est assez imposant pour ceux qui ont la vidéo. C'est un Asus, hein. Donc c'est effectivement une grosse bécane. Il fait pencher la table. En termes de performance, ça fait ce que ça doit faire. Mais casser 3 pattes déjà. Au quotidien, c'est très lourd. Et donc c'est vrai que quand j'ai appris que Microsoft faisait cet appareil et que j'ai vu les performances, etc., ça éveille ma curiosité. Donc je pense que ça va exciter la curiosité de pas mal de monde, en fait. Et c'est peut-être ça le coup de maître de Microsoft, hein, sur ce coup-là, parce que je voyais que tout le monde en parle cette semaine, en tout cas. Je signale au passage que nous enregistrons 4 jours avant la diffusion de cet épisode, enfin de ce hors-série, puisque nous enregistrons à l'occasion de l'enregistrement de l'épisode de la semaine dernière, donc du numéro 70. Comme ça, les choses sont claires. Et je vois que depuis quelques jours, effectivement, depuis une grosse semaine, tout le monde se met à en parler, se regarde un petit peu de site en site et parle de cet objet qui sort un petit peu de... Et tout le monde reste un peu sur du factuel et n'ose pas trop rentrer dans de l'usage, de rentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire de cette machine. C'est un peu ça, c'est un petit peu particulier, même si on se doute qu'elle est capable de faire beaucoup de choses et qu'en tout cas la promesse est là. Je pense que c'est ça, hein, Marc. Oui, absolument. Et à mon sens, je crois que Microsoft a lâché cette machine un peu comme un bêta-test. Dans le sens où elle va mettre à disposition une machine d'une puissance certaine, d'une versatilité certaine aussi, et voir un petit peu ce que les gens vont en faire. Est-ce que ça va définir un écosystème plus ciblé par rapport aux applications, par rapport aux accessoires ?
Il faudra un certain temps pour le dire. Est-ce que ça va donner des idées à d'autres constructeurs? Il faudra un certain temps pour le dire. C'est pas la première fois que Microsoft se lance dans l'aventure du hardware. Ils ont sorti la Surface, la Pro 2, la 3, etc. Toujours est-il qu'aujourd'hui, des tablettes Windows, il y en a pas des masses. Comme si c'était quelque chose, soit les gens considèrent que c'est chasse gardée chez Microsoft, soit ils considèrent que ça n'en vaut pas la peine et que Android fait très bien l'affaire. Peut-être les contraintes techniques imposées par Microsoft qui sont aussi qui les empêchent de faire des tablettes à des tarifs qui voudraient être concurrentiels et voilà, c'est peut-être là aussi que le bas blesse. Pas forcément, parce que quand tu regardes l'écosystème asiatique, des tablettes chinoises à 300-400 € qui font tourner Windows convenablement, et il en existe. Maintenant, bon, c'est clair que ces gens-là ont beaucoup moins de respect des contraintes que les constructeurs qui ont pignon mais sur ça fonctionne. On a vu, par exemple, la Pipo, on avait vu fonctionner ça. Ça fonctionne. Parfois, ça gratte un peu, mais ça fonctionne. Donc, le marché est là. Est-ce que l'usage est là? Alors, personnellement, je ne sais pas si beaucoup de gens autour de moi ont des tablettes Windows. Ce que je sais, c'est que quasi tout le monde a un iPad ou une tablette Android, et généralement, ceux qui ont une tablette Android ont également un iPad à côté. On peut aussi parler de la cible de ce type de produit. On est quand même sur des tarifs qui sont pas, enfin, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et soyons clairs, c'est pas la majorité des gens qui sont équipés en informatique chez eux, même geeks, qui vont pouvoir s'équiper de ce type de produit. Et même pour de l'entreprise, ça reste un truc assez prohibitif. Généralement, un PC d'entreprise avec un développement à grande échelle, ils vont essayer de maximiser sur les coûts. Donc, tu vas taper dans du Dell, tu vas taper dans du Lenovo, tu vas taper dans des trucs qui sont uniformes, qui ont généralement un rapport coût-qualité qui se situe aux alentours des 1500-2000 € pour les machines les plus onéreuses. Généralement, c'est plutôt dans la tranche inférieure. Et si pour d'une grosse bécane, t'es quand même à 3000 €, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça que Apple n'a jamais vraiment réussi à percer en corporate autre part que dans tout ce qui est boîte de com, boîte de production, vidéo, etc. Mais j'ai rarement vu des MacBooks dans les grosses structures. Oui, clairement. Xavier, avait encore quelque chose à dire? Non, mais je me dis que bon, cette fois-ci, là, je reviens sur la Surface Pro. Je me dis que c'est le genre d'appareil qui peut contenter pas mal de personnes. Moi, je pense à mes parents, par exemple, qui ont un usage informatique vraiment basique, c'est-à-dire on va sur Internet, on fait ses paiements en PC Banking, on envoie des mails, on doit pouvoir utiliser des petites applications qu'on ne sait pas utiliser sur une tablette classique. Son petit plus, c'est peut-être le clavier par rapport à un iPad. Tout à fait. Où il y a toute une catégorie de personnes qui ont encore besoin, qui sont attachées au clavier. Il y en a énormément, des personnes qui ne savent pas. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas du tout attachés au clavier, qui le maîtrisent beaucoup moins bien et qui vont plus facilement vers du tactile. Et là, l'iPad est peut-être plus intuitif et plus facile à appréhender. Mais c'est ce genre de cible, effectivement. On ne va pas pouvoir faire... Enfin, là, on a déjà fait un gros tour, on va dire, de l'objet. Je voudrais juste faire un petit retour d'expérience réelle, parce que bon, j'ai profité d'avoir ces deux objets chez moi pour les mettre devant une personne qui n'est alors absolument pas geek du tout, c'est ma femme. Et ma femme, pour l'instant, a un portable Acer, bon gros machin avec pavé numérique et tout, la grosse bécane. Et le truc commence à donner un peu quelques signes de faiblesse. Il est tombé deux, trois fois. Enfin, la machine est en train de mourir doucement aussi. Et donc, je lui ai mis la Surface Pro 4 devant elle en disant, tiens, voilà, si tu devais changer de machine, est-ce que ce genre de petit bidule pourrait te servir? C'est pratique, c'est pas cher, pour ce que c'est, tu as pas mal d'autonomie, etc. Tu l'as enfermé dans une pièce, tu l'as filmé, on mettra le film en ligne. Non, alors là, je suis pas sûr de survivre jusqu'au prochain podcast. Non, mais par contre, j'ai adoré la réaction qu'elle a eue. Elle a dit, non, jamais. L'écran est beaucoup trop petit. Oui, c'est quand tu as des habitudes. Et voilà. Et donc, effectivement, les gens ont plus tendance aujourd'hui, surtout les personnes d'un certain âge, ont tendance à acheter des écrans plus des machines en 17 pouces, 15 pouces, 17 pouces, aller leur mettre une machine à 12 pouces. C'est plus compliqué, mais c'est une démarche. Moi, je passais il y a déjà pas mal d'années maintenant sur du portable 15 pouces, alors que j'avais des grands écrans un peu comme le mammouth que Xavier nous amène chaque semaine dans ce studio. Attention le déposant, si vraiment on me casser un truc. Ça a tremblé d'ailleurs. Ça a un peu tremblé, oui. Les sismographes ont réagi à Forêt, à quelques communes d'ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question, d'habitude, j'ai pas la meilleure vue du monde non plus, mais on finit par s'habituer à un 15 pouces. En plus, un Retina, ça facilite quand même grandement les choses. Et même, des fois, comme ici, un 13 pouces, ça peut encore le faire pour certaines choses. Pas pour tout, soyons clairs. Ça a la taille d'un clavier numérique,
Mais c'est vrai que c'est une question, c'est surtout des questions d'habitude. Au bureau, j'ai 2 grands écrans 24 pouces et je ne me verrais pas travailler avec moins que ça. Soit dit en passant. Voilà. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question, Marc, mais en tout cas, c'est un... Voilà. On a fait une partie du tour, parce que disons clairement, ce genre de machine, faudrait pouvoir l'avoir au quotidien pendant quelques semaines pour vraiment se rendre compte de l'utilisation. Ici, bon, je rappelle, la Surface Pro 4 nous est prêtée par Microsoft. Nous avons l'occasion de l'avoir quelques jours. La Surface Book nous est prêtée par un ami qui l'a personnellement acheté. C'est sa Surface Book. Et donc, voilà, c'est qu'on ne pouvait pas lui prendre trop longtemps. Surtout qu'il n'en a pas beaucoup profité. Très généreusement directement proposé. Donc, exactement. Donc, il la récupérera dès ce lundi. Et donc, voilà, il faudrait pouvoir avoir la machine au quotidien pendant quelques semaines, comme on avait fait à l'époque avec la Surface Pro. Avec la Surface Pro, on avait fait un retour d'expérience plusieurs semaines. Mais... qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus, peut-être que d'autres constructeurs se lanceront dans l'aventure, peut-être que si vous aussi, un jour, qui vous nous regardez, vous partez aux États-Unis ou vous partez en France, puisque maintenant elle est en vente sur le site de Microsoft France, vous craquez pour la bête, on serait intéressé de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire, et qu'est-ce que vous voulez en faire, et quelle est votre opinion, voilà, partagez tout ça. Et le retour d'expérience après, bien entendu, bienvenue, effectivement, n'hésitez pas à nous le faire savoir, les portes sont ouvertes, comme on a l'habitude de dire, même si vous voulez intervenir, pourquoi pas, on peut l'imaginer également dans un prochain hors-série ou épisode, c'est selon, on peut organiser ça, évidemment, il n'y a aucun souci. Voilà, je pense qu'on a bien cerné les 2 produits, puisqu'il y en avait 2 dans ce hors-série, un petit peu particulier, plus long que d'habitude, mais ça valait le coup de mettre un focus là-dessus, et on voulait vous le proposer le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, il y a d'autres confrères podcasteurs français qui eux ont accès à l'objet depuis quelques jours maintenant, et qui proposent eux aussi leurs opinions. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire la plus large opinion possible en allant voir du Zero.net, je sais pas, tel autre podcasteur. N'hésitez pas un seul instant et à comparer également les produits. On a fait le tour. Merci Xavier, merci également à Marc et bien entendu, à très bientôt. Au revoir.